Bonjour Vincent, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors, ma première question peut sembler bête au premier abord, mais dit-on viticulteur ou vigneron? Alors, c'est pas bête du tout, parce que moi, je suis vigneron. En fait, viticulteur, c'est celui qui cultive la vigne. Vigneron, c'est celui qui englobe tous les métiers autour de la vigne. C'est-à-dire la vigne, bien sûr, les vinifications, l'élevage, l'embouteillage. Et puis, c'est un côté artisanal que j'aime bien par rapport à viticulteur, qui fait tout de suite très industrie lourde. Voilà, donc le terme vigneron, moi, il me convient mieux par rapport à il couvre plus tous les aspects de ce métier-là. Viticulteur, c'est plus centré sur la vigne, en fait. Un viticulteur, c'est par exemple quelqu'un qui amène des raisins à une société champenoise, par exemple. Lui, il livre des raisins, et après, Moët et Chandon ou je ne sais qui transforme et en fait du champagne. Ça, c'est plus des viticulteurs, c'est-à-dire qu'ils ont la première phase, production de raisins. Vous intervenez sur toute la chaîne, si on peut dire. Nous, on récolte nos propres raisins, on vinifie nos raisins, on les élève, on les met en bouteille, on les distribue. Il y a tous les aspects du métier. Alors, vous êtes plutôt un vigneron engagé dans le bio et engagé dans la biodynamie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En fait, la biodynamie, c'est c'est un parcours qui vient après déjà le fait d'être en bio. C'est-à-dire qu'on peut pas être en biodynamie sans être en bio avant. Maintenant, la bio a ses limites dans certains aspects. Et la biodynamie vient apporter une dimension plus précise, plus pointue de la culture de la vigne ou du vin en général, à travers des préparations biodynamiques, justement, un traitement spécial de l'eau, des préparats à base de bouse de vache ou de silice ou de purin de plantes, etc., qui viennent renforcer l'action de la bio pour aller chercher des effets un petit peu plus ténus, beaucoup plus difficiles à quantifier, mais qui ont un effet certain, voilà, et qui sont loin de l'ésotérisme, comme on nous dit souvent. La biodynamie, c'est quelque chose d'obscur, les astres, les machins, oui, mais c'est avant tout des choses très simples, faciles à mettre en œuvre et qui ont des effets très très notables sur la qualité du vin au final. L'idée de la biodynamie, c'est aussi de s'inscrire dans un écosystème vertueux, c'est ça? Oui, en fait, la biodynamie, c'est mettre en équilibre tout ce qui intervient à l'origine. Steiner, le fondateur, enfin celui qui est à l'origine de la biodynamie, parle d'organisme de production. C'est-à-dire qu'en fait, il parle d'un truc global avec les animaux, les productions les productions de fruits, de céréales, de vin, etc. C'est un organisme agricole. Et lui, il considère tout ça comme devant être en équilibre sur tous les aspects pour bien fonctionner, pour fonctionner de façon pérenne. Alors, d'un côté, il y a Steiner, puis de l'autre côté, il y a l'industrie. Alors, vous imaginez bien que des mecs qui font du blé sur blé sur des milliers d'hectares dans la Beauce depuis 30 ans, n'est pas du tout dans la même philosophie, quoi. Donc, il y a des gens. Moi, ce que j'ai de faire, c'est trouver un maximum d'équilibre dans tous les aspects de métier. Et la biodynamie, évidemment, est un outil formidable pour ça. Alors, il y a un truc qui m'a un petit peu intrigué, c'est que vous faites vieillir vos vins dans des jarres. L'origine du vin, c'est en Géorgie. Ils enterraient déjà des grandes jarres, mais qui s'appellent des couvertes. On n'a rien inventé. On revient peut-être à des choses plus ancestrales pour adapter à nos techniques de vieillissement. Alors, qu'est-ce que ça apporte au vin de le faire vieillir en jarre? Bah justement, ça apporte rien, contrairement à le faire vieillir en bois. Euh, Quand vous mettez du vin dans du bois, il y a un échange qui se fait entre le bois relargue des éléments dans le vin, des tanins notamment. Bon, dans une terre cuite, vous n'avez pas ça. Donc en fait, l'interaction dans la terre cuite, c'est l'oxygénisation que vous avez aussi avec une marique. Mais il n'y a pas d'apport aromatique. Donc en fait, une jarre respecte plus le vin que vous mettez dedans qu'une barrique. Une barrique, ça aromatise. Donc, on a un produit plus pur, plus axé sur le raisin. Voilà, on a un produit qui n'a pas été aromatisé artificiellement, entre guillemets, par le bois, mais qui a quand même de l'élevage, c'est-à-dire qu'en passant 15 à 16 mois
dans des récipients un petit peu poreux, le vin évolue, quoi. Mais il évolue de façon complètement différente que dans une barrique qui, elle, va lui amener un côté aromatique en plus. L'idée de la jarre, c'est d'avoir des vins plus basés sur le fruit qu'autre chose. Votre vin s'appelle la Dame de 11 heures. Quelle est l'histoire derrière ce nom? Qu'est-ce qui se cache derrière la Dame de 11 heures? Bon, en fait, nous, mon épouse et moi, pour revenir à la genèse, en fait, il y a presque 30 ans maintenant, j'hallucine de dire ça, on a eu un fils. Et puis, 3 ans après, on a eu des jumelles. Donc, nos métiers respectifs, moi j'étais musicien professionnel et mon épouse architecte d'intérieur. Pour combiner une vie de famille avec des jumelles, un enfant en bas âge et des métiers un peu bizarres, c'était très difficile. Donc, on a décidé de venir s'occuper à l'origine du château de mon beau-père, qui venait d'acheter à Saint-Émilion, et on est venu donc s'occuper pour trouver une activité qui concilie vie de famille et vie professionnelle. Entre-temps, on a racheté un petit domaine pour nous en Bordeaux. Mon beau-père a vendu son domaine et on a gardé une parcelle de ce domaine historique pour en faire de la Dame de 11 heures à partir de 2007. La Dame de 11 heures, c'est une fleur à la base, c'est ça? C'est une fleur, c'est une petite fleur qui s'appelle comme ça parce qu'elle s'ouvre à environ 11 heures heure solaire, parce qu'elle a besoin, elle a des récepteurs solaires en fait qui font qu'elle s'ouvre à cette heure-là. Et quand elle a plus suffisamment de lumière en fin de journée, eh bien elle se referme. Et alors pourquoi l'avoir baptisé la Dame de 11 heures, ce vin? Je sais pas, ce nom nous a séduit, a une certaine poésie, c'est assez intriguant. Après une soirée mémorable entre amis pour chercher le nom. Quand je dis mémorable, c'est au nombre de bouteilles. Ça a séduit tout le monde sur le coup de 3 heures du matin et on s'est dit, banco. Et puis du coup, on a choisi un packaging un peu décalé aussi par rapport à Saint-Émilion. De tant qu'à faire hors les normes, autant y aller franco, quoi. C'était un petit peu culotté il y a 15 ans, mais en fait, les gens, une fois qu'ils ont vu la bouteille, ils s'en rappellent. Alors Dame de 11 heures, je me suis dit, est-ce que c'est un vin à ouvrir en fin de soirée ou c'est plutôt un vin à déguster pendant son repas? En fait, nous, comme on travaille beaucoup sur le fruit et le côté équilibré du vin, du coup, c'est un vin qui est un peu passe-partout, quoi. Il peut être bu dans sa jeunesse, il peut être bu après 10 ans de bouteille, il peut être bu à l'apéro, il peut être bu sur un gigot, sur un dessert. Enfin, vous voyez, c'est pas un vin, c'est un vin qui s'accorde avec énormément de choses, y compris le poisson, parce qu'on a beaucoup de restaurants de poissons qui servent la Dame de 11 heures sur des poissons assez forts, hein, peut-être pas des seules meunières, mais et ça se passe bien parce qu'en fait, le fait d'avoir recherché l'équilibre et le fruit fait que ce vin, il passe vraiment avec beaucoup de choses à toute heure, en tout lieu. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez été musicien professionnel et du coup vigneron. Est-ce que c'était une vocation depuis tout petit ou est-ce que c'est une rencontre particulière qui a déclenché et suscité cette envie? Non, ça c'était pas du tout une vocation, hein. Moi, s'il y a 30 ans, on m'avait dit qu'à 36, je deviendrais vigneron, j'aurais bien rigolé, quoi. Moi, le vin, c'était le côté consommateur qui était bien pour moi. Le côté fabricant, je connaissais absolument rien et ça m'intéressait pas du tout. Non, c'est la vie qui a fait que mon beau-père a acheté un domaine, il avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper. On était à un tournant de nos situations professionnelles et familiales, et puis tout s'est combiné pour qu'on dise, on vient s'occuper du domaine. Mais c'était pas du tout programmé. Non. Est-ce que vous avez suivi une formation particulière pour prendre soin des vignes, pour apprendre votre métier? Du tout. Rien du tout. J'ai intégré l'équipe du château en question. Et pendant 2 ans, j'ai été tractoriste, ouvrier de chai, tailleur, traiteur. Enfin, j'ai fait tout. J'ai tourné sur tous les postes pendant 2 ans. Et puis bon, assez rapidement, comme ça m'intéressait, du coup, j'ai un peu cornaqué l'histoire. Et puis on a acheté notre domaine à nous, donc on a pris nos propres décisions. Et puis on a décidé d'aller vite dans la bio, etc. Mais non, j'ai pas fait de... Je suis pas passé par la case école et formation. Je suis autodidacte. J'imagine que le vin, la vigne en tout cas, est vivante. On se forme à son contact. Ah ben bien sûr, oui. Et puis il n'y a pas une année qui se ressemble. Hein. C'est-à-dire que
si vous pensez avoir compris des trucs je sais pas, sur la gestion du mildiou en 2010, qui était assez simple, vous avez 2012 qui vous rappelle que c'est pas si simple que ça. Vous voyez, c'est de la formation continue tout le temps, parce qu'il y a pas, il y a jamais une année qui se ressemble, donc il y a des problèmes différents qui se rencontrent, etc. Et du coup, on essaye de trouver des parcours techniques qui sécurisent dans toutes les situations, et qui font qu'on progresse tous les ans. Mais celui qui pense avoir tout compris, même après 20 ans de vigne, qui se fourre le doigt dans l'œil, parce qu'en plus, on découvre la science nous aide. Moi, je me forme beaucoup sur Internet en suivant des personnes qui cherchent des solutions. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est passionnant dans ce métier-là. C'est bon, moi, je peux arrêter la musique pour faire un métier monotone. C'est-à-dire que j'ai arrêté la musique et du coup, j'ai trouvé un truc où tout est toujours en mouvement et toujours, on peut toujours être à l'affût de s'améliorer, de s'améliorer dans tous les sens, en qualité, en écologie, en sociologie, tout ce qu'on veut. C'est assez passionnant, quoi. Alors, chez Delacour au Jardin, on traite des arts de vivre. Vous aimez boire du vin, vous aimez en faire maintenant. Est-ce qu'il y a un rapport épicurien à la table, au bon vin, aux amis? Il y a quelque chose qui me gêne un peu dans l'univers du vin, c'est cette espèce de sacralisation du vin. Le vin, c'est fait pour être bu avec des potes. Peut-être trop, on s'enflamme, on ouvre des bouteilles qu'on devrait peut-être pas à minuit ou 1 heure parce que on les apprécie pas, mais rien que le fait de les goûter avec ses potes, c'est déjà bien, quoi. Et cette espèce de décorum qu'il y a tout autour du vin, souvent c'est chiant, quoi. Surtout à Bordeaux. Alors, Bordeaux, ils sont spécialistes. Donc moi, ce que j'aime bien dans le vin, c'est que on picole entre potes et puis voilà, et des belles bouteilles, des moins bonnes, du blanc, du rouge. C'est l'occasion, c'est le moment qui décide et c'est pas et on n'est pas obligé de boire ceci avec cela, etc. Moi, c'est plus ce rapport-là que j'ai. C'est un rapport plus simple que souvent aller chercher ou couper les cheveux en 4 dans des dégustations. Ça me gonfle. Si je vous suis bien, en fait, l'idée, c'est pas tant que c'est le vin qui est sacré que le moment, en réalité. C'est les liens avec les gens, ce moment de partage. Pour moi, bien sûr, ouais. Moi, par exemple, quand je me retrouve tout seul parce que mon épouse est partie 3 jours en déplacement ou dans une petite maison qu'on a à l'extérieur, moi, ça m'arrive de pas boire de vin de 4-5 jours tout seul. Ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère, si j'ai soif, boire un verre d'eau ou une bière. Mais tout seul, le vin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est assimilé à la fête, au partage, au bon moment passé avec ses amis. Et puis voilà, quoi. Et puis si les bouteilles sont moyennes mais que l'ambiance est top, bah, je préfère ça que déguster une super bouteille avec des mecs qui ont un balai dans vous voyez ce que je veux dire. Puis que tout le monde est là, compassé à jouer un rôle, quoi. Puisqu'on parle de la fête et que vous êtes musicien, est-ce qu'il y a un lien entre la musique et le vin? Plus généralement, hein, si on en vient côté musique, art en général, il y a quelque chose que j'aime pas du tout, c'est quand on dit que les vignerons sont des artistes. Pour moi, un vigneron, c'est pas un artiste. Un vigneron, c'est un artisan. Ouais. Parce que Michel-Ange, quand il a fait son Apollon, et qu'il pleuve, qu'il vente, il fasse froid, il fasse chaud, lui, il était avec un burin et un truc de marbre, et il en a fait quelque chose de sublime. Nous, si ça gèle, s'il y a un orage de grêle, s'il fait trop chaud ou trop froid, ben on fait pas comme on veut. Hein. Donc on fait comme on peut. Et à partir du moment où on fait comme on peut, on fait pas de l'art, on fait de l'artisanat, quoi. On est dépendant de choses. L'art, ça se situe à un autre niveau, quoi, pour moi. Alors le rapport avec le vin et la musique, à part que souvent on boit du vin en écoutant de la musique, moi j'ai fait les deux univers, je peux vous dire que c'est quand même assez éloigné. Hein. Donc comme je dis souvent, moi je me lève maintenant à l'heure où je me couchais. La musique, c'est un autre univers, quoi. Enfin l'art en général, on n'est pas dans de la production. Le vin, c'est aussi de la production, c'est de la sueur, c'est des aléas climatiques. On est dépendant de. Parce que vous pouvez être le meilleur vigneron du monde, hein, s'il y a ce gros compte Trump qui dit les vins français on les taxe à 300%, vous êtes dépendant de gens comme ça, quoi. Vous voyez, on est un marché mondial, enfin,
pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'art. Le mec qui, tout seul devant sa feuille de truc, va vous prendre une chanson sublime ou un peintre qui va faire quelque chose venu de lui, mais de personne d'autre, quoi, et non dépendant d'un environnement qu'il maîtrise pas. Vous dites qu'aujourd'hui, vous vous levez à l'heure à laquelle vous vous couchiez. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est que la journée type d'un vigneron. D'abord, est-ce qu'il y en a une? La journée type d'un vigneron, généralement, c'est la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde la météo. Sur des périodes sensibles comme par exemple des périodes de gel ou d'orage qui arrivent ou de pluie en période de traitement ou de vendange, on en revient un peu à ce que je disais, on est tellement dépendant de la météo que quasiment la moitié de l'année, le vigneron il se lève en regardant la météo, mais en sachant très bien qu'il l'a regardé déjà 3 fois la veille pour commencer à planifier tout ça. Donc déjà, dépendance à la météo, et puis après, faire en fonction du cycle de la vigne. C'est-à-dire une journée type, c'est je me lève et qu'est-ce qu'il y a à faire en gros. Et à faire, il y a quand même plein de trucs. Hein. Si vous êtes en période de pousse, si vous êtes en période de taille, de vendange, enfin vous voyez, c'est une journée type, il y en a pas justement parce qu'il y a tellement de choses à faire dans un cycle de production d'un an. C'est aussi un des avantages quand même du métier de vigneron, c'est que vous faites jamais la même chose. Ou si vous faites la même chose, vous la faites pendant un temps déterminé de 15 jours, 3 semaines, un mois, par exemple, pour la taille, mais ça va pas être 10 ans à faire la même chose. Donc, il n'y a pas de journée type. La journée type, c'est je me lève et qu'est-ce qu'il y a à faire? Généralement, la journée, elle est longue et elle peut être aussi destructrice pour le dos, souvent. C'est les aléas du métier, mais voilà, d'une journée type, il n'y en a pas. Un coup, on va préparer les expéditions, un jour, on va faire du chai, le lendemain, on fera de la vigne. Vous voyez, on ne peut pas donner de journée type. Est-ce qu'on est plus libre quand on fait du bio? Non, parce que déjà, sans vouloir contredire Alexandre, on est aussi dépendant, hein, parce que même dire qu'on fait du bio, c'est bien, mais le bio, on utilise quand même des produits bio, on utilise des produits, et c'est les mêmes qui font la bouillie bordelaise qui font les autres produits. Et ça veut pas dire être cucu les petits oiseaux tout seul dans son champ et puis se démerder tout seul. On a quand même des contraintes. Et libre, oui, on est plus libre dans le sens où on peut, par exemple, intervenir dans nos parcelles quand on veut. Quand on est en chimique, par exemple, on a des délais de retour dans les parcelles, on a des contraintes de protection, tout ça, qu'on n'a pas. Donc nous, on travaille d'une façon beaucoup plus légère et plus détendue, je dirais. Mais bon, on est forcément impliqué dans un système où on doit comment dire, se plier à certaines choses quand même. On est dépendant d'un tracteur, on est dépendant de plein de choses, vous voyez. Donc, oui, mais peut-être pas comme les gens imaginent. Quoi. Après, on a quand même des stratégies qui sont quand même, je dirais, moins militaires. Quoi. On peut, et puis souvent, les domaines en bio sont quand même relativement plus petits que les domaines en conventionnel. Je dis ça, c'est vraiment relatif parce qu'il y a des domaines en bio qui font 100 hectares aussi, hein, mais disons que généralement le mouvement bio et biodynamie, c'est des plus petites surfaces gérées familialement, tout ça, donc on a plus de liberté que les gros paquebots. Ouais. Bah voilà, le Titanic, il lui fallait 3 kilomètres pour tourner. Un 400, un 421, il lui faut 2 mètres, quoi. Voilà, c'est un peu. Mais bon, on est quand même très dépendant de la météo, de plein de choses. Hein. Mais oui, effectivement, on peut imaginer que comme on a le choix d'être plus réactif, ça nous donne une certaine liberté, effectivement. Et qui sont vos clients? Ce sont plutôt des restaurateurs, des particuliers, des cavistes? Un peu de tout. Hein. On a beaucoup de cavistes, on a des restaurateurs particuliers. En fait, nous, on a des distributeurs à l'étranger qui achètent en gros et qui redistribuent sur des particuliers, des cavistes et des restaurants. Nous, on n'a pas un peu comme je dirais la journée, on n'a pas de client type. Nous, c'est souvent du bouche à oreille, quelqu'un qui nous contacte et qui dit j'ai entendu parler de vous, j'ai goûté là, est-ce que je peux en avoir et puis voilà, nous, on n'a pas de client type, on a des clients, mais par contre on a des clients à qui on veut pas vendre.
C'est-à-dire? La grande distribution. Voilà. De toute façon, ils s'en foutent parce qu'on a que 5000 bouteilles, donc ça les intéresse pas, ils nous ont jamais contactés. Mais moi, je refuse de vendre à la grande distribution, pour des raisons d'image, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de plein de choses. Voilà, il n'y a pas de profil type. Le seul profil qu'on pourrait dégager, c'est des gens qui sont quand même sensibles à une certaine qualité et une certaine éthique de production, quoi. Est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la vigne, qui veut changer de vie comme vous l'avez fait? De faire un bon business plan. J'ai vu des gens qui ont acheté des propriétés en s'imaginant que ceci, cela, et puis ça a donné un peu lieu souvent à des gros problèmes. Si on veut changer de vie, il faut le faire de façon réfléchie et pas se lancer dans des choses qu'on maîtrise pas. Et donc oui, effectivement, faire un bon business plan, bien avoir l'aspect vente, parce que souvent on se concentre sur la production, le truc et tout, on oublie un peu les circuits commerciaux. Donc c'est bien réfléchir ton projet et pas se lancer tête baissée, quoi. Et après avoir une bonne dose de niaque, hein, parce que sinon si on n'a pas la niaque, faut savoir que c'est la nature qui commande, hein. Donc s'il faut se lever à 5 heures du mat, faut se lever à 5 heures du mat, et on fait pas la grasse mat, parce que c'est la nature qui dit c'est maintenant, c'est pas autrement, quoi. Merci beaucoup Vincent pour votre franc-parler et ce témoignage très direct. C'était un entretien avec le vigneron Vincent Rapin pour De la Cour au Jardin, le magazine.